Attention tout le monde, prêt? Madame, monsieur, bonsoir, heureux de vous retrouver pour la saison 2 de Match après Match. Nouvelle formule désormais tous les dimanches à partir de 19h dans l'immédiate foulée des matchs de l'après-midi. Nous allons réagir à chaud sur l'actualité du jour, parfois également sur l'actualité de la semaine écoulée ou à venir. Un rôle pas forcément évident pour nos 4 intervenants de ce dimanche, à commencer par Slobodan Rojavic. Tous les Valaisans se souviennent de vous suite à vos années au FC Sion. On vous appelait Rocky, ouais, Rocky le latéral. Oui, oui. Bienvenue, oui. Bienvenue Slobodan. Merci. On ne pouvait pas se passer de Gabriel Chapuisat. Vous serez encore une fois très souvent à l'affiche de cette émission. Bonsoir Gavet. Bonsoir aussi à vous, Geoffrey Tréant. Ça fait du bien une victoire, oui, avec Étoile Carouge. Étoile Carouge, ouais, la première de la saison. Non, c'est normal. C'est bon pour le moral. C'est une belle équipe, Brûle. Ils jouent pas mal. Ça joue pas trop mal. Et enfin, Daniel Romano, c'est le patron de cette émission. Donc, si cette émission ne vous plaît pas, vous vous adressez directement à lui. Et vous pourrez réagir, comme vous pouvez le faire d'ailleurs immédiatement sur les réseaux sociaux. Hashtag TCMAM si vous êtes sur Twitter ou via notre page Facebook Téléclub Sport Romandie. Voilà, sans transition, on va passer à l'actualité de cet après-midi. Et ça commence bien entendu par la victoire du Servette FC qui s'est imposé à Thun sur le score de 4-0. Un résultat remarquable avec une équipe genevoise qui parvient à maintenir un niveau de jeu très intéressant. Peut-être la patte Alain Gaguerre. Alors 4-0 pour Servette, Geoffrey Tréant, ça ne doit pas vous laisser totalement indifférent. Non, puis au-delà du match d'aujourd'hui, c'est le 5e match de la saison. Et il montre week-end après week-end que la transition se fait très bien et que le niveau de jeu, la solidité et les résultats sont au rendez-vous. Donc jusqu'à maintenant, je dirais que c'est du 100% pour Servette. Le constat que je fais rapidement, Daniel, c'est que déjà en Challenge League la saison passée, on décelait la patte servettienne, le jeu servettien, et même avec en Ligue supérieure, on la retrouve cette patte. C'est exactement sur quoi je voulais rebondir. On pourrait changer les maillots des Servettiens et on reconnaîtrait le jeu de Servette, dynamique, une identité de jeu. Ça joue vraiment au football. On n'est pas là pour défendre, pour ne pas prendre de but. On va vraiment à l'attaque. Puis on l'a vu aujourd'hui, c'était très très joli à voir d'ailleurs. Niveau de philosophie du jeu, je suis totalement d'accord, sauf que tactiquement, il a quand même apporté quelques corrections à Alain Gaguerre, dans le sens que tout le championnat de Challenge League, il a joué avec 2 attaquants. Aujourd'hui, il joue classique avec plus qu'un seul attaquant. C'est la seule différence. Il a passé du 4-4-4-2 à 4-2-3-1, avec quand même beaucoup d'animation offensive. Non, c'est vrai que Servette est dans le droit chemin, fidèle à sa philosophie. Et aujourd'hui, la victoire a été importante, la première à l'extérieur, et surtout convaincante, même si on peut dire qu'elle était sévère. Rocky Rojavic, pour un néo-promu, c'est pas mal quand même d'arriver à imposer son jeu. Pour moi, Alain Gaguerre, il a réussi un retour vers le futur. Alors lui, il a donné à Servette quelque chose qui, il y a pas mal de temps, que j'ai déjà vécu. Et je reconnais cette Servette, donc il y a 30 ans, mais dans une version complètement moderne. Et je pense que c'était vraiment un rafraîchissement aujourd'hui de les voir. Pas seulement les 4 buts marqués, victoire, mais les manières qui étaient vraiment les Servettes dans le temps. Ça, c'est ce que je retiens moi aujourd'hui. Et pas seulement aujourd'hui, parce que Gaguerre, pour petit laps de temps, il a réussi de faire quelque chose de vraiment fantastique. Et puis, il ne faut pas oublier qu'ils ont joué 3 matchs à l'extérieur cette saison en championnat. Ils ont été excellents contre IB. Ils font un point. Ils ont été très bons contre Bâle. Voilà, ils perdent. Et puis aujourd'hui, c'est la première victoire à l'extérieur. Surtout la manière qui est présente, qui est toujours dominant dans les moments difficiles comme dans les bonnes périodes. Et on a vu aujourd'hui, vraiment, on s'est régalé en regardant pas seulement cette match-là, mais en particulier cette match-là. Puis un Servette quand même transfiguré, parce que suite au match de Bâle, finalement, on dénotait peu de présence, disons, dans les 16 mètres adverses, peu de production offensive. Là, 4-0, rien à dire à Thun, quoi. Je dirais la production, c'est sévère parce que la production offensive, elle est quand même là depuis le début de la saison. Aujourd'hui, maladroit, alors dirons-nous. Ah voilà, alors aujourd'hui, c'est clair qu'il y a eu une grande efficacité. De toute façon, c'est important pour faire des résultats. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, les 2 premières occasions, ça fait 2-0. Le match, il est totalement différent. Derrière, il y a une équipe solide, un bon gardien, une bonne défense.
Ben voilà, après ils ont fait un bon match aujourd'hui, c'est tout. Ouais. Puis ce qui est chouette, c'est qu'on a envie, même si on n'est pas forcément supporter de Servette, c'est une équipe qu'on aime. Regardez, on a Servette à l'affiche et puis ça fait envie, on va regarder, puis on sait qu'on va passer un bon moment. On aime cette football-là. Absolument. Je dis, indépendamment qui est supporter de qui, mais je pense que la manière comme il joue Servette actuellement, ça peut que nous plaire. Absolument. Il n'y a jamais de match de l'ennui. Et je crois que c'est ce que les gens aiment regarder, se font plaisir. C'est pour ça que Servette, ça attire beaucoup de sympathie. C'est vrai que peut-être sur le match de Bâle, c'était le match le plus compliqué où ils ont quand même été légèrement dominés. J'ai un petit peu vu les statistiques. Mais c'est vrai que Ciccone, qui est en panne de réalisme, avait marqué le 2-1. Ils auraient peut-être déjà pu fêter une première victoire à l'extérieur. On peut peut-être rebondir sur Chagas, vu que vous parlez de Koné, Gabin. Chagas qui a joué titulaire aujourd'hui, première fois de la saison. Et puis, il est meilleur comme joker. Ben voilà, on peut dire que ça, en fait, c'est vraiment un joueur qui est fait pour tuer le match depuis le banc. Alors, Chagas et Schalke, ce sont finalement des buteurs et des attaquants de luxe en réserve, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Koné a le niveau pour être un attaquant titulaire régulier au niveau de la Raiffeisen Super League? Oui, bien sûr. Là, je veux dire, il n'est pas coutumé du fait de louper des occasions. Il en a quand même raté pas mal. Hein. Il en a raté deux énormes. Dont une qui aurait pu changer la phase du match contre Oui, d'accord, mais c'est pas coutumé du fait. L'année passée, il a mis des buts importants. Non, c'est juste un déclic pour lui, mais en termes de qualité footballistique, ça reste dans le contingent actuel le meilleur attaquant de Servette. Mais il y aura de la concurrence, hein. Il joue avec, en principe, bon, il a fait une, deux fois de changement contre Sion, et notamment contre Lucerne, où il a décidé de mettre un petit peu plus, encore d'accent offensif, où il a joué avec deux attaquants. Mais c'est vrai que quand on parle de Chagas, lui qui était la dernière roue du char l'année passée, il jouait à deux attaquants, c'était le numéro 4, et encore des fois le numéro 5, parce qu'il y a encore Follonier qui rentrait. Et puis, il a eu des statistiques absolument incroyables. Je crois que c'était un goal toutes les 60 minutes. Je pense que la préoccupation de chaque néo-promu, c'est le maintien. Servette, aujourd'hui, se trouve dans une situation peut-être inattendue, peut-être sauf pour l'entraîneur. Donc maintenant, c'est aussi cette situation-là, peut-être, qui donne certains joueurs dans les situations inédites. Mais Didier Fischer était venu sur ce plateau en fin de saison dernière. Il avait quand même annoncé qu'il voulait s'établir sur le haut. Voilà, s'établir en tout cas à la mi-classement. Et puis on le voit, on l'a vu dans le recrutement, on le voit dans l'attitude de Servette sur le terrain. Donc ça, je ne pense pas forcément que ce soit une surprise. Mais après, pour revenir sur Chagas, peut-être, ce qui est décevant, c'est qu'on a lu et on sait qu'il déteste ce rôle ce nom de joker. Il déteste ce nom, il déteste cette appellation parce qu'il aimerait jouer plus. Et puis là, aujourd'hui, il a quand même l'opportunité de jouer titulaire. Et puis, encore une fois, il a déçu. Eh bien, enfin, en tout cas, on va féliciter les Genevois pour cette belle victoire à l'extérieur, 4-0. La dernière fois que ça s'était passé, c'était en 2013, c'était également 4-0. Et c'était contre le FC Sion. Voilà donc pour la première victoire à l'extérieur des Genevois. Autre club victorieux, autre club roman victorieux ce week-end, c'est le FC Sion, qu'on considère comme un petit peu chanceux, hein, quand même, disons, depuis le début de ce championnat, même si là, je ne vais pas me faire des copains, peut-être même pas du côté de Rocky Rojevic. Mais enfin, toujours est-il que le FC Sion a battu Lucerne 2-1, avec, encore une fois, des circonstances un peu favorables. Moi, je ne pense pas si chanceux que ça. J'ai vu aujourd'hui un Sion beaucoup plus posé que des matchs précédents. Je les ai même trouvés rassurants. Donc, c'est aussi une équipe qui n'est pas encore complètement libérée. Un nouvel entraîneur qui j'aime bien son style, son grand professionnalisme. Et je pense que Sion, il va être mieux en mieux dans les matchs qui vont suivre. Aujourd'hui, ils ont fait une victoire pas évidente. Ils ont eu l'occasion de marquer plus de goals. Ils ont encaissé un but à la fin du match qui les fait douter jusqu'au bout. Mais j'ai vu aussi un Sion qui n'a pas tremblé. Donc, je suis très content pour le public sédinois et pour le club et pour l'entraîneur. Permettez-moi d'être le caillou dans la chaussure, mais je n'ai pas vu beaucoup de jeux offensifs, de contenu offensif à Sion durant la première demi-heure. Non, il n'y avait pas peut-être pas ça, mais il y a toujours cette solidité qui permet justement d'être peut-être un peu moins dangereux, mais quand on marque le premier but,
Et ben, comme on ne prend pas derrière, et ben, c'est tout de suite plus simple. Il y a la confiance qui vient, etc. Et puis la patte en chaud, elle est là de toute façon, hein, comme l'a dit Rocky. Voilà, le pragmatisme, c'est d'abord sécuriser l'arrière. Et puis c'est la meilleure façon de faire des résultats au début et puis de prendre confiance. Je suis assez d'accord avec Geoffrey, mais j'attends quand même un petit peu plus de cette équipe. Je suis sûr qu'elle a un potentiel bien au-delà de ce qu'elle montre et je me réjouis qu'on entre dans l'automne et un petit peu plus loin pour voir le travail dans la continuité. J'ai entendu, tout à l'heure on a regardé le match ensemble, j'ai entendu tout à coup dire « ça manque de vitesse ». Oui, le problème, Stéphane Henchoz, on sait que c'est le roi de l'organisation défensive surtout. Je pense qu'on reste encore un petit peu sur notre fin au niveau du contenu offensif. Il faut pas se cacher la vérité. Bon, pas facile d'être entraîneur. Donc l'entraîneur a besoin de faire des points pour passer des semaines un petit peu plus tranquilles. Et puis, ils ont eu un peu de chance, il faut aussi dire la vérité. Je crois que c'est faire injure à personne. Si j'en fais un petit peu leur parcours, contre Servette, ils prennent 2 poteaux. Contre Zurich, penalty poteau, et ils gagnent à 10. À 10 contre Zurich. Et puis à Lugano, aucune occasion de goal et tu prends de nouveau 2 poteaux. Je dois dire que Kevin Fickencher, il doit être marié avec les montants des goals, c'est pas possible. Et puis tu marques sur une balle arrêtée. Donc c'est vrai, bien payé. Aujourd'hui, c'était très important de faire des points en plus à la maison parce que le public attend un Sion beaucoup meilleur et surtout face à une équipe qui s'appelle Lucerne qui est en grande difficulté. Et justement, Sion, c'est pas plutôt l'équipe qui est plus à l'aise à l'extérieur qu'à la maison? C'est difficile à dire aussitôt dans la saison. Si on regarde la saison dernière, j'aurais presque envie de vous dire oui, mais il y a un nouveau coach, il y a des nouveaux objectifs, donc il faudra peut-être attendre quelques semaines. C'est une équipe qui a toujours une pression à domicile. Donc les supporters sédinois, ils ne pardonnent pas. Donc eux, ils veulent engagement, ils veulent victoire, mais ils veulent aussi de beau football. Donc ce n'est pas évident de jouer à la maison. Mais de l'autre côté, c'est aussi une grande motivation. Je pense qu'on a vu aujourd'hui, c'est dans cette direction-là. Il y a des potentiels dans cette équipe, il y a des expériences dans cette équipe. Aujourd'hui, il y en a quelques joueurs qui sont manqués. Donc, je pense que cette victoire, il peut peut-être donner un tout petit peu plus de sérénité et plus de tranquillité pour la suite. Je ne dis pas tranquillité dans le sens négatif, parce qu'il ne faut pas être tranquille, mais plutôt de sérénité pour la suite. Alors, vous avez vu il y a quelques instants les 3 buts du match, puisque Sion a donc battu Lucerne 2-1, le but de Gergic sur penalty, le but de Thomas, le but de Ndiaye. Je ne sais pas si on a la possibilité de montrer une autre possibilité qu'il y a eu pour le FC Sion, alors qu'il y avait 1-0, malheureusement on l'a pas. On a utilisé la VAR à 2 reprises cet après-midi, notamment sur le match du FC Sion. Je vous ai entendu, bon, malheureusement on ne verra pas l'image, mais pour l'instant, la VAR on n'en parle pas trop, donc c'est très bon signe. Moi, je trouve que c'est une expérience positive. Moi, j'étais partisan de l'introduction de la VAR. Bon, il y aura toujours des petites erreurs, ça c'est clair. La machine, c'est un outil formidable. Le problème, c'est qu'à un certain moment, c'est l'homme qui décide. Donc, l'homme peut se tromper, pas la machine. Mais je trouve que, par exemple, sur le goal annulé de Sion, c'était la bonne décision. Donc, pour moi, c'est une expérience plus que positive. Bon, on reviendra sur une spéciale VAR, d'ailleurs, dans une prochaine émission, match après match. On va passer tout de suite au 3e roman engagé dans le cadre de cette 5e journée de Raiffeisen Super League, c'est Neuchâtel-Xamax. Ça, c'est un petit peu le couac, en tout cas au niveau du score, puisque Xamax a été battu à la Maladière 3-0, vous le savez. Xamax est toujours sans victoire. Est-ce qu'il faut commencer à s'alarmer? Ouais, plus de victoire si on exclut le barrage. Ouais. Contre Haro, plus de victoires depuis 9 matchs en Super League maintenant. Et puis, pour avoir commenté le match hier soir, moi j'ai vu une très belle première période, la meilleure de Xamax en ce début de saison. Jusqu'à la 60e minute, ça a bien fonctionné. Puis tout à coup, il y a tout qui s'est écroulé avec le premier but encaissé. Et je pense qu'il y a pas... Il y a beaucoup plus à garder qu'à jeter sur le match d'hier soir. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il faut marquer des points surtout. Il ne faut pas laisser le train partir trop vite et trop loin. Le salut pour une équipe comme Xamax est quand même un peu plus limité que certains autres contingents dans ce championnat. C'est justement de se montrer attentiste, comme on le voit encore trop souvent. Bien, c'est justement d'essayer de partir avec des intentions, avec un peu plus de jouerie, quoi. Comme chaque équipe, Xamax doit jouer avec ses qualités. Aujourd'hui, les qualités de Xamax, c'est la discipline tactique, cet esprit de guerrier,
de rien lâcher. Aujourd'hui, le classement, il est tel qu'il est. Ils sont 10e, mais ils sont décrochés de rien du tout. Aujourd'hui, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a personne qui est étonné dans les suiveurs du foot suisse. Il n'y a personne qui est étonné de les voir là. Donc eux, ils n'ont aucune pression. Voilà, il y aura forcément une ou deux équipes qui seront en difficulté avec eux. Et à ce moment-là, quand vraiment il y aura cette bataille du maintien, là, pour moi, Xamax aura l'avantage parce qu'eux, ils sont conditionnés depuis le début à jouer ce maintien. Et quand ils vont rencontrer une équipe qui aura eu des objectifs un peu plus élevés en début de saison, Xamax aura l'avantage psychologique à ce moment-là. Et puis hier soir, Xamax a joué en 3-4-3 pour la première fois et c'était très intéressant à voir. Il y avait des choses, vraiment des choses qui permettaient d'avoir... On revient au système de base. Oui, 3 mais 5, d'accord, c'est 3 mais 5. Il n'a jamais voulu jouer avec 5 joueurs derrière, ce qu'il a dû faire par la force des choses. Mais finalement, ils étaient 3 devant. Vers le système en show non, parce qu'en show, je ne jouais pas à 3 devant. En show, je jouais pas à 3 devant. Et là, ce qui était intéressant, c'était vraiment les 3 devant avec Seferi, Moulay, Nuzzolo. Et ça c'était plutôt agréable à voir. Ça, c'est vrai. Ce qui me fait peur, c'est que Xamax, j'ai l'impression de quelque chose de déjà eu de l'année passée. Maintenant, ils se retrouvent, le championnat, il a à peine commencé, ils sont déjà en bas. J'ai peur de l'exploit qu'ils ont fait l'année passée, parce que c'était un véritable exploit de s'en sortir. Xamax, il possède les qualités techniques de jouer. Je pense que dans cette équipe, il manque un tout petit peu plus de détermination, de rigueur, dans certains moments. Ce qu'ils ont vu l'année passée, Nuzzolo est le meilleur représentant de ça. Sauf que depuis 2 matchs, il n'est pas terrible. Enfin, pas terrible. Mais moins productif. Il faut quand même, on ne peut pas toujours attendre tout d'un homme. Je dis, il y a d'autres joueurs qui devraient faire son job. Certaines fois, pas seulement sportifs, mais les qualités d'homme, certaines fois, ils devraient se surpasser dans certains moments. Avec Xamax, peut-être, il va y avoir besoin plusieurs fois ça pour assurer son place en Ligue nationale. Où est sa place en réalité? Non, moi j'écoute depuis un moment. Geoffroy, il est parti, donc ça a laissé un grand vide du côté de Châtel. J'entends souvent que la 10e place leur est promise, etc. Mais c'est mal connaître déjà l'esprit de ce groupe. Après, forcément, il y a des contingents qui ont de la qualité aussi et qui peut-être ont un peu plus de qualité. Mais ce groupe-là, il va rien lâcher. Et puis la preuve, c'est que voilà, ils ont perdu que 2 fois, entre guillemets, contre IB et Bâle. Et les victoires, elles vont tomber assez vite. Surtout si on commence, c'est vrai, comme le disait Dany, c'est 3-4-3. Là, hier, c'était plus 3-5-2. Si le coach Magnin, il arrive aussi à apporter sa petite patte voilà, dans la formation, dans l'animation offensive, je pense que Xamax va faire des points assez rapidement là. Parce qu'il est arrivé pour ça, il a expliqué qu'il avait une philosophie beaucoup plus offensive quand même et qu'il avait envie de jouer au ballon. Et ça, on l'a vu pendant la première mi-temps hier soir, je vous l'assure. Je connais très bien Joël Magnin. Je l'ai rencontré 3 semaines avant le début du championnat. Il était déjà très en souci. C'était lors d'un anniversaire d'un dirigeant du FC Young Boys. Très sympa, il s'est fait très allumé. Et lui, quand j'ai parlé avec lui, il n'était pas convaincu par une défense à 5. Lui était un partisan d'une défense à 4, une défense classique, mais je pense qu'il a dû corriger son tir. Mais je dois dire qu'il n'a pas eu un héritage facile. Hein. Je vous rappelle que l'équipe s'est affaiblie et il faut quand même dire la vérité. Il y a eu des départs importants qui n'ont pas été compensés. Et là, je ne veux pas accabler les jeunes qui sont arrivés, comme Seferi, Seydou, mais c'est vrai qu'il part quand même avec un handicap. Mais je pense pour s'en sortir avant. Pour moi, pour tout le monde, Xamax est condamné. Il faudrait un miracle éventuellement pour un barrage. Non, ben ok. Mais maintenant, l'équipe doit se montrer beaucoup plus conquérante et puis essayer quelque chose sur le plan offensif et puis ne plus être forcément dépendant de Nuzzolo. Alors, on en reparlera à Noël. Moi, ce que je retiens, c'est que grâce aux victoires de Servette et de Sion, eh bien, nous avons un classement qui est finalement assez resserré. Heureusement que Sion a gagné. Sinon, IB et Bâle prenaient déjà un petit accessite et ça ressemblait à ce nouveau, encore une fois, ça aurait pu ressembler à un duo contre le reste du monde. Là, on a quand même Young Boys à 13, Bâle à 12, Sion à 10. C'est assez serré quand même sur le bas de classement puisque nous avons 5 équipes en 2 points avec Thun qui est 6e, 5 points et Neuchâtel Xamax qui est bon dernier avec 3 points. Ah bien voilà, je vous propose une première petite respiration dans cette émission et on se retrouve pour faire et défaire l'actualité de la semaine. À tout de suite.
Y aura-t-il un club suisse cette saison en phase de groupe de l'UEFA Champions League? La réponse va tomber mardi soir. Tout seul peut-être pour une opportunité à Salih qui frappe et goal. Young Boys devra réussir un grand match à Belgrade s'il veut entrer à nouveau dans la cour des grands d'Europe. Suivez cette partie entre l'Étoile Rouge et IB, mardi en direct et en exclusivité sur Téléclub Sport. Le direct de l'UEFA Champions League vous est présenté par Nissan et Gazprom, sponsor officiel de l'UEFA Champions League. En plein cœur de Londres, la chambre forte de la rue Hatton Garden vient d'être dévalisée. C'est le plus gros casse de l'histoire judiciaire britannique. Ils étaient très professionnels, une équipe très bien organisée. Ken? Ken? Quoi? Il est sourd comme un pot. La première affaire pour laquelle on m'a arrêté, j'avais 13 ans. Hatton Garden, ça m'a toujours démangé. Alors fonce, Brian. On n'a pas la vie devant nous. Il faudrait que je puisse réunir les bonnes personnes. On recrute un type plus jeune? C'était pas nous, inspecteur. On en est bien incapable. C'est une telle déception, quelqu'un qui te poignarde dans le dos sans broncher. Je pense qu'ils ne savent même pas ce qu'ils sont. C'est le mariage du poivreau et du sondage. C'est moi le chef maintenant. Taille-toi. Tu dis un seul mot sur cette affaire. Et je te coupe les roubignoles, c'est clair? Très sympa. Gentleman cambrioleur. Maintenant sur Téléclub On Demand. Match après match, édition dominicale, désormais toujours en compagnie de Rocky Rojevic, Gabé Chapuisa, Geoffrey Tréant, Daniel Romano. Messieurs, mercredi passé, la Swiss Football League a lancé un sacré pavé dans la mare avec son projet de réforme de la formule de notre championnat d'élite, notamment avec le passage à 12 équipes et l'éventuelle division par 2 des points au terme de la première phase de compétition. Vos réactions, et j'attends avec impatience celle d'un homme de l'ancienne période, Freddy Rumeau, Gabé Chapuisa. Moi, j'ai connu toutes les formules. Hein. J'ai joué à 14, à 16, quand j'étais entraîneur, deux groupes à l'époque, c'était Ligue B par Challenge League. On faisait des tours de promotion avec 4 joueurs de 4 équipes de Liga, 4 équipes de... Non, j'ai vécu un peu toutes les formules. Moi, je sais pas, je suis assez perplexe. Le but, paraît-il, c'est d'améliorer l'intérêt et la qualité de nos championnats. Je ne suis pas convaincu qu'avec cette formule, on arrive à les faire rechercher. Non, mais déjà, moi, il y a un truc qui me semble complètement aberrant, c'est, vous imaginez si on faisait ça en natation, en cyclisme, en Formule 1. Donc on est devant, on mérite, on travaille, on est devant, puis tout à coup, quand on est bien parti, on nous coupe le truc. Donc c'est complètement aberrant déjà, ouais. Ça sert à rien. Je comprends qu'on veuille avoir un peu plus d'intérêt pour le championnat suisse, ça je suis tout à fait pour. Mais après, ça veut dire que... on joue aussi de manière beaucoup plus crispée, on joue plus de la même manière et puis on commence à sortir des calculettes et je trouve ça complètement ridicule. On va reprendre les choses dans l'ordre parce que là, ce qui a l'air de vous choquer particulièrement, c'est la division des points, mais on reprend vraiment les choses dans l'ordre. Alors, il y a d'abord l'augmentation du nombre d'équipes de 10 à 12. Est-ce qu'aujourd'hui, le football suisse peut se permettre ça? Alors oui, bien sûr. Si vous regardez maintenant les infrastructures qu'il y a dans les clubs en Suisse, on est quand même... Non, mais il y a des équipes, Lausanne, Grasshopper, je pense qu'il y a de potentiel. Là, on est bon. On est bon pour... Et puis surtout effectivement pour l'intérêt. Mais là, c'est histoire de garder toujours les meilleurs en haut. Là, il n'y a plus tellement de concurrence qui peut jouer entre la première et la deuxième division. Si vous partez comme ça, autant fermer la Ligue. Alors non, moi je pousserais le truc encore un petit peu plus loin. J'irais peut-être même faire une espèce de mutation entre la Challenge League et puis la Premier League, la Promotion League. J'essaierais de trouver une formule pour que finalement, elle ait, là aussi, qu'il y ait plus d'intérêt. Parce que là, on parle de Super League, mais après, en dessous, vous faites quoi? Il faut quand même s'occuper aussi de cette ligue qui est supposée permettre aux jeunes d'exploser, d'aller en Super League. Et puis, on pourrait, pourquoi pas, faire 2 groupes. Et puis, vous aurez... On sait très bien, la Promotion League, la Challenge League, ça coûte tellement cher, les déplacements, tout ça. On regroupe géographiquement les clubs. Il y a plus de derby, donc les gens vont plus au stade. Et puis, il y a moins de déplacements. Donc 2 groupes de Ligue B. Ça qui était très décrié à l'époque. Oui, à l'époque, il y avait le groupe Est et le groupe Ouest. Tout à fait, mais c'était très décrié. Ce qui est plus gênant dans cette histoire, c'est division des points. Il y a d'autres pays où cette expérience il était testée. Je ne me rappelle pas
qui avaient des retours positifs sur ça. La Belgique, Donc, par exemple, où il y a un... Mais là, c'est ça, avec un championnat à 16 équipes, c'est peut-être 16 équipes, c'est différent. Mais on coupe les points en deux. 12 équipes, ça fait ça encore rend le championnat 2 matchs de moins. sur la fin. Ça fait 2 matchs de moins. Ouais. 2 matchs de moins, mais moins encore des matchs de qualité si on fait rajouter, entre guillemets, moins de qualité les équipes de Ligue B. Tout à fait. Oui. Du reste, le président de Thun a marqué son désaccord en disant qu'il s'était basé avant tout, je sais pas, il pense à ses petits intérêts, qu'il y aurait 4 matchs de moins. C'est vrai que ça fait 22 matchs dans le tour préliminaire et 10 matchs. Je pense que là, de ce côté-là, 36 matchs, pour moi, c'était... Mais le seul truc où il faudrait, justement, dans son organisation générale, il faudrait aussi au minimum 12 équipes en Challenge League pour que ça tienne la route. Donc, pour moi, cette formule, connaissant les présidents et les intérêts de certains, je ne suis pas convaincu qu'elle passe la rampe. Moi, je suis pas tellement choqué par ce coupage de points. Parce que si la règle, elle est fixée en début de saison, avant le début de la saison, tout le monde sait comment ça se passe. Il y a un premier tour où il faut gagner sa place dans les 6 premiers, et ensuite il y a un... C'est 2 championnats, alors. Voilà, c'est un peu quelque chose comme 2 championnats. Mais c'est anti-sportif. C'est anti-sportif. Non, si c'est une règle qui est donnée dès le départ. Moi, je suis plus choqué par le 7e. Absolument. Qui peut jouer. Qui peut jouer l'Europa League face au 3e ou 4e. Ça pour l'intérêt à... Donc, globalement, si je comprends bien, vous, une division des points, ça ne vous fait pas hurler? Moi, non, en tout cas, non. Daniel? Ah non, moi, je suis complètement contre. Moi, je suis de même avis. Moi, je suis contre division des points. Je ne vois pas intérêt sportif là-dedans. On peut avoir l'intérêt pur pour avoir plus d'enjeux. Mais au niveau sportif, enlever les points à quelqu'un qui les a déjà acquis, je vois pas le sens. Là, par exemple, dans la formule actuelle, vous divisez les points par 2. Vous avez 2 équipes, Bâle et IB, qui sont devant de toute façon. Et puis ensuite, vous avez un ventre mou où toutes les équipes, rappelez-vous l'année passée, le 4e ne savait pas à quelques journées de la fin s'il allait jouer l'Europe ou s'il allait aller au barrage ou carrément être relégué. Donc à quoi ça sert dans l'état actuel, je dis bien dans l'état actuel, dans le championnat de ces dernières saisons, de diviser des points? Rappelez-moi l'écart des Bâlois il y a 2 ou 3 saisons. En tête du classement, il y avait plus de 20 points. C'est peut-être ça qu'on va éviter, simplement. Oui, mais ça, là, on est en train de parler peut-être d'une sorte d'exception. Enfin, il y a eu cette période bâloise, d'accord, mais je trouve l'année passée, Young Boys, 19 points à Noël, je vous rappelle. D'accord, mais vous... Bon, on aurait pu diviser par 2. Mais ils étaient mérités, c'était pareil. C'était mérité, il faut voir ça comme ça. Mais ça ne change rien. Dans l'état actuel du championnat, s'il y avait la même formule, les 10 équipes sur toute la saison, et si à Noël on coupait les points, là, il y aurait un problème. Là, on fait un premier tour au premier 22 matchs. Et ensuite, le championnat change. Il y a une division, il n'y a plus les mêmes équipes. Tout le monde ne joue pas contre tout le monde. Donc là, à ce moment-là, la division des points, elle est moins Est-ce que ça va augmenter les qualités, niveau? Pour moi, ça, c'est des mesures artificielles. Donc, pour moi, il n'y a rien sportif là-dedans. Donc, si c'est question comment on va augmenter le football suisse, à mon avis, il faut prendre d'autres mesures. Donc, cette année, c'était le Servette qui a rendu le foot suisse plus intéressant. Voilà. Demain, ça va être peut-être Lausanne ou GC. Idée à 12, je suis pour. Augmentation, même jusqu'à 16, personnellement, je suis pour. Par contre, diviser des points, je ne vois pas dans quelle manière ça va augmenter le niveau de foot. Ça va faire que les équipes joueront la peur au ventre, ça va crisper tout le monde. Qu'est-ce qui va se passer au Non, parce qu'on ne va plus jouer pour être premier ou dernier, on va jouer contre la barre. Voilà. Cette fameuse barre décriée pendant des années. Qui s'est passé, la barre à Rumont, on en a assez parlé. Quel est le nombre de matchs jusqu'à Noël? Et quel est le nombre de matchs au 2e tour? Même ça. C'est un déséquilibre. Même ça. On est obligé. C'est vrai. Parce que ça fait 22 et 10, donc 22 et 10, on va partager le championnat sur 2 ans. Sur 2 années. Cas de figure, on se retrouve avec donc un championnat à 12 équipes avec une division. Le 7e, ça c'est dans les tuyaux, le 7e pourrait, donc le premier du tour contre la relégation, pourrait être européen. Moi, j'ai envie de viser. Si je suis 6e, lors des dernières journées de championnat régulier, je vise la 7e place. Voilà. Mais c'est ça qui rend le truc complètement aberrant. Là aussi, là, je suis d'accord avec Geoffrey. Encore une fois, c'est juste pour garder de l'intérêt. C'est pour que finalement, on n'ait pas des équipes qui jouent pour beurre. Mais il faut trouver un truc différent. Toujours jamais, quoi. Ça peut pas passer. Même dans le tour, les 6 derniers vont jouer pour sauver leur peau. Donc, je ne pense pas que tu joues pour beurre. Pas forcément si vous avez deux équipes qui sont déjà détachées. Si les 2 derniers de ce groupe de 6 sont déjà sûrs d'être soit en barrage et relégués, que font les autres?
Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette 7e place qualificative. Et puis, attendez, pardon, vous vous rendez compte qu'on fait quoi après en Coupe d'Europe? Vous regardez Lucerne déjà. Cette saison, la saison précédente et les autres, ils n'arrivent pas à passer des tours de qualif pour aller en Coupe d'Europe. Là, c'est le 7e qui irait pour l'indice UEFA de la Suisse. Ce serait une catastrophe. Surtout qu'on est déjà une catastrophe. Je vous rappelle aussi qu'il y a peu de temps... Si on fait le bilan de nos équipes suisses cette année en Coupe d'Europe, c'est 9 matchs, 7 défaites, 1 victoire et 1 nul. Hein. Donc c'est vrai que... Mais bon, c'est une situation qu'on a connue il n'y a pas très longtemps. Je vous rappelle que quand Vaduz évoluait dans notre première division, on avait 6 clubs suisses sur les 10 de l'élite qui évoluaient en compétition européenne, ce qui paraît être un non-sens. Mais c'était pourtant la réalité. Ça va vite descendre. Hein. L'année prochaine, on perd déjà une équipe. Et puis avec nos résultats actuels, je pense que l'avenir de notre élite est en grand danger. Juste une petite chose à ajouter, cette décision qui va être prise le 22 novembre, elle doit encore être validée ensuite par l'ASF, donc ce ne sera pas une décision définitive, et ça c'est aussi très important. Important également quand on regarde le premier niveau, mais alors c'est vrai qu'on a commencé à parler du deuxième niveau, j'ai envie de dire alors quid de la BCL à l'avenir, parce que qu'est-ce qu'on en fait de cette ligue? Alors vous avez proposé 2 groupes, est-ce qu'il y a d'autres solutions pour essayer de revitaliser un petit peu tout ça? On voit déjà les problèmes qu'il y a aujourd'hui actuellement avec 10 clubs. Comment on va faire? On voit en Suisse, ce qui est très intéressant, c'est les derbys régionaux, des derbys locaux. Donc ça attire le monde au stade. Ça donne des enjeux, ça donne peut-être aussi une dose d'adrénaline aux joueurs qui lui permet peut-être de se surpasser, de créer peut-être les événements qu'habituellement ils ne sont pas capables de faire. Avec toute cette ligue intermédiaire qui en même temps demande beaucoup de finances, beaucoup de temps aussi et beaucoup de personnel. Ça va venir très, très compliqué. Donc, à mon avis, il faut prendre les situations géopolitiques suisses et de dire, voilà, peut-être 2 groupes, ça pourrait peut-être, Ligue B, ça peut être intéressant, et de diminuer le nombre de ligues amateurs qui, aujourd'hui, ils sont que coûteux, mais au niveau spectateur, il n'y a pas grand intérêt. Ouais, moi, les 2 groupes, pareil, ce que je disais tout à l'heure. Je préfère céder la parole puisque j'ai déjà donné mon point de vue là-dessus. Ouais, bon, vous n'y croyez pas. Je crois qu'on se complique la vie en Suisse. On essaye de trouver des artifices. Le plus simple, c'est pas un championnat à 16. Mais je vous rappelle, regardons ce qui se passe à côté de chez nous, en France, en Allemagne. Est-ce qu'on arrive avec des formules, des partages des points, je te divise? Non, c'est pas possible. Faisons peut-être un championnat avec plus d'équipes, mais un championnat normal. Là, je trouve que non, je crois qu'il faut abandonner cette idée. Inventons quelque chose, parce que là, ça c'est un truc qu'on a, le partage des points, vous disiez que ça se faisait en Belgique. Par exemple. Mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'inventer un propre truc à nous? Pourquoi on doit toujours aller chercher un exemple au départ, le partage des points, ça vient de la Suisse, ça n'a pas marché en Suisse. Bon. Mais on est le roi des formules, pas les rois du foot, ça c'est sûr. Mais en tout cas, le risque, si le championnat de notre élite passe à 12 clubs, c'est que finalement, ces 12 mêmes clubs cannibalisent un tout petit peu, notre élite. Et il suffit juste alors à ce moment-là de rétablir un barrage entre le meilleur de 2e division et le 1er division, puis vous aurez toujours les 12 mêmes clubs. Hein. Il y aura vraiment un fossé qui va se creuser de plus en plus entre les plus petits et les plus grands. J'aime bien ce mot barrage qui était très présent dans les ligues inférieures quand on montait de Première Ligue à Ligue B, de Deuxième Ligue à Première Ligue. Aujourd'hui, ces barrages n'existent plus, ou presque. Si, cette année, Geoffrey peut nous dire qu'il y a un barrage super intéressant, surtout un match au Brugge-Ifed, par exemple. J'en suis pas sûr, mais je crois que... mais je pense que ça donne un peu piment à tout le monde. En tout cas, en Suisse, on a l'art de se faciliter les choses. Hein. Regardez un peu notre hiérarchie. On a la Raiffeisen Super League, la BRAC Challenge League. Ensuite, on a la Première Ligue Promotion, la Première Ligue, la Deuxième Ligue Inter, la Deuxième Ligue. On s'y retrouve plus pour finir. Heureusement, un peu plus bas, ça va mieux. Troisième Ligue, 4e, 5e Ligue, jusqu'au groupe X, Y ou Z. On se rend compte qu'il y a un problème quand il faut 5 minutes, au moins 5 minutes, pour expliquer quel est le niveau de quelle division correspond à quoi. On s'est compliqué la vie parce qu'on a rajouté chaque année des ligues intermédiaires. À l'époque, la deuxième ligue interrégionale n'existait pas. Je ne parle pas de la première ligue promotion. Mais c'est vrai. Vous avez déjà essayé d'expliquer le foot suisse à quelqu'un en vacances, par exemple? Vous allez à quelque part C'est plus des vacances à ce moment-là. Voilà, en tout cas, on sait que la Suisse est un pays de compromis, affaire à suivre, nouvelle formule qui devrait normalement, s'il y a changement, être appliquée à partir de la saison 2020-2021. Ce qui ne changera pas, par contre, ce sont les hauts et les bas de chaque footballeur au fil de la saison. Le meilleur et le pire. Voici une petite sélection.
Attention à cette frappe et c'est goal. Magnifique. Exceptionnel, même si nous on défend très mal à la 95e, mais le but il est exceptionnel. Alors voilà, il faut accepter. On est très frustrés, ça fait très mal, mais encore une fois, on est des footballeurs pour ça, pour avoir des émotions comme ça. Des fois elles sont positives, des fois négatives. Le bon centre, et ça... Oh, Koné qui manque le 2-0. Il y avait tout pour marquer ce but, Koné. Koné, et qui manque le cadre. Ballon en retrait vers Mitriushkin. Ah là là, non. Ah non. Ah non. Ah non. La boulette. Eh oui, il y a eu de tout lors de ces 5 premières journées de championnat. La boulette. Ça, c'est le terme qui vous a tous fait sourire. Hein. Ouais, la réaction, c'était tellement spontané. Et c'était... Surtout inattendu comment ça s'est passé. Hein. Ouais. C'est vrai, c'était la surprise pour tout le monde. Bon, lui, il ne va pas traîner cette boulette durant toute sa carrière, peut-être, comme ça avait été le cas, malheureusement, avec un ancien gardien du FC Sion qui n'aura finalement joué qu'un seul match. Hein. Qui est de retour en France. Et qui est de retour en France. Bon, on parle un petit peu de Coupe d'Europe, peut-être, parce qu'on va quand même profiter de la présence de Slobodan Rocky Rojevic pour parler de football made in Belgrade. Alors, on va quand même rappeler que vous avez joué du côté du Partizan, et pas du côté de Crvena Zvezda. Crvena Zvezda. C'est l'ennemi juré, hein. C'est un ennemi juré. Voilà, justement. Oui. Alors, Young Boys va tenter de se qualifier pour la phase de groupe de cette Ligue des Champions. Un déplacement à Belgrade que tout le monde craint d'abord, parce que, d'abord, Étoile Rouge, Belgrade, c'est quand même une formation de bon niveau. Et puis, il y a cette ambiance au Maracana qui demeure exceptionnelle. C'est pas une légende, ça? Non, c'est pas une légende, loin de ça. Alors, j'ai lu le journal aujourd'hui et des billets sont déjà tous vendus. Donc, ça va y avoir autour de 60 000 spectateurs. À une époque... Quand je jouais, c'était 110 000. Aujourd'hui, avec les sièges, il y a 60 000. Le stade, il est complètement rénové. Le club, il a beaucoup investi dans l'infrastructure. Ils ont fait les nouvelles surfaces de jeu avec le chauffage. Ils ont tout un aménagement externe et tout ça, tout ce qu'UEFA exigeait, même plus, en étant en dette de 60 millions qui est déjà éponsé plus que moitié, voire 2 tiers. Donc le club, il a tout changé, direction sportive, direction administrative, direction de club. Et avec nouvel entraîneur, et ça portait des fruits. Déjà, ils sont 3 années de suite dans les UEFA League, Champions League l'année passée. Et il faut dire que l'équipe qui a nettement battu Liverpool l'année passée à Belgrade. Donc ça va être une ambiance extrêmement particulière. Je pense que les supporters ils préparent déjà une chorégraphie spéciale pour chaque match. Et ça va être aussi contre Young Boys. Donc, ça va être très intéressant pour les joueurs de Young Boys de vivre cet événement. Geoffrey, est-ce qu'un joueur professionnel a le droit d'avoir peur, même en rentrant dans une enceinte comme Maracana? Est-ce qu'ils auront peur, les joueurs de Berne? Ils seront peut-être un peu impressionnés, mais je peux vous dire qu'ils n'auront pas peur. Hein. L'objectif, il est trop beau pour avoir peur. Ils vont y aller pour marquer, et puis ils vont marquer. Ils vont faire un bon match, et puis après, ils vont tomber aussi contre une bonne équipe qui a battu Liverpool l'année passée à la maison. Ça va être dur, mais Young Boys a la capacité de faire l'exploit. Ce qui est particularité de ce stade, donc il est complètement enterré. Donc les dernières rangées de tribunes, il est au niveau de la terre. Donc le stade, il est complètement dans le trou. Sous-sol. Donc respiration, il n'est pas du tout évident. Donc, si pour les deux, hein. Pour les deux. Bon, les locaux, ils sont habitués. Ils sont habitués. Même pour moins que nous, bien. Parce que ça, c'est toi qui dis, Gavé. Hein? Alors là, moi, en étant vécu et vivre les événements là-bas, je peux vous dire, c'est pas facile de jouer.
Mais pour moi, ce n'est pas le principal souci. Et surtout un derby avec Partizan qui se présente. Pour moi, le public et le terrain, je ne pense pas que c'est le principal souci d'IB. Il peut devenir. Non, le problème d'IB, c'est qu'ils sont en ballottage défavorable. C'est vrai que 2-2, ce n'est pas le résultat idéal à la maison. Il faudra les marquer à l'extérieur. Ça risque d'être compliqué. Bon, ils avaient fait l'exploit à Zagreb, où il y avait aussi du monde et de l'ambiance et de la pression. Mais là-bas, c'était 1. Donc 2-2, pour moi, c'est vraiment un résultat Alors, c'est ce que j'allais dire. Alors, 2-2, c'est inquiétant, mais si on regarde l'évolution du match, on va quand même dire bravo IB, rien qu'au niveau des occasions de but, 4 occasions réelles à 1, enfin, en dehors des buts. Il y a eu 8 tirs cadrés à 3 en faveur de IB. Rien que sur cette statistique-là, on se dit que IB a quand même les moyens la statistique qui montre Elle parle pour Young Boys, hein. 2 tiers d'avantage sur les shoots, sur les possessions de ballon, sur les occasions nettes, sur les occasions franches, mais finalement c'est 2-2. Mais il y a de la maladresse et devant et derrière. La naïveté défensive surtout. On donne ces stats. Les stats, ça reste vraiment des chiffres. Enfin, les joueurs, les entraîneurs nous disent ça tout le temps. Oui. Donc, disons une fois, donc ça reste des stats, c'est des bonnes stats, c'est encourageant. Mais par contre, la maladresse offensive et défensive, moi, m'a préoccupé. Ce qui était évident au match aller, c'était les qualités de jeu aérien de Young Boys. Là, Étoile Rouge, il avait mal à contrer ça. Au match retour, je pense IB, il va y avoir gardé cet avantage aérien. Par contre, Étoile Rouge, il a aussi 2 joueurs qui vont être présents là, donc notamment avant-centre Pavkov, qui est un peu plus grande que Waro. Donc, et qui a aussi marqué des buts capitaux l'année passée contre Salzbourg quand ils se qualifiaient pour les phases de groupe. Et aussi contre Liverpool. Donc, c'est vraiment un match de 2 équipes, moi je dis, qui se rassemblent beaucoup, de 2 clubs qui se rassemblent beaucoup, de façon de jouer, de philosophie de jeu, un staff jeune, une direction de club tout jeune. Donc, c'est match vraiment ouvert, du Gabé, même si tu n'aimes pas ça, mais je pense qu'il est l'ambiance, il peut jouer un rôle extrêmement important. Tu peux tuer l'ambiance, t'as qu'à marquer d'entrée. Hein, voilà, soit contre IB, soit pour IB. Donc, si Étoile Rouge, il essaye d'enflammer le match, et si ça joue, si l'eau y va dans l'air moulant, il peut être extrêmement, extrêmement dangereux, comme dans le cas contraire. Si IB il réussit de contrer, s'il marque un but, il peut aussi calmer toute l'ambiance. Moi, je suis assez d'accord avec vous concernant l'ambiance. Puis alors, après aussi, ces 2 joueurs, là, ce Marine et ce Garcia, là, c'est costaud. Hein. Mais Marine, on lui a laissé trop de liberté. On savait que c'était l'homme à tout faire, l'homme orchestre et mais tout. Est-ce que j'ai trouvé là, il nous a manqué par rapport au IB de l'année passée. Je parle de cette nouvelle équipe un peu inexpérimentée qui a besoin de prendre de bouteilles. Croyez-moi que Marine, Sanogo et puis So, il n'aurait jamais pu se balader comme il. Moi, j'ai pas l'impression qu'il ait pris lui-même que IB ait laissé trop de liberté. J'ai l'impression qu'il les a prises lui-même. On n'a peut-être pas vu le même match, mais j'ai trouvé qu'il a été très intelligent, qu'il est très bon dans les déplacements. Il faisait des appels contre appels, il faisait des fausses pistes dans tous les sens. Oui, mais tu mets vraiment très un plan anti-Marine, c'est tout qui n'a pas été fait. En lisant le presse de Belgrade, Étoile Rouge, il craint beaucoup. Ça, c'est un club qui craint rien du tout, contre n'importe qui. Donc ça, c'est à peu près dans leur philosophie. Par contre, il respecte énormément et il prend en compte la vitesse de l'équipe de Young Boys. Et ils ont beaucoup mis accent sur la vitesse de Nsame, de Assalé, et des autres aussi. Il a fait très mal à Salé en début. Et des longues passes qui viennent depuis capitaine Lustenberger, qui est là-bas. Donc il y a 4 joueurs que j'ai vus qui sont sortis des notes, soit des journalistes, soit des clubs. C'est Nsame, c'est Assalé, c'est Ebicher et Lustenberger. Donc ça, c'est les 4 joueurs. Donc Lustenberger, ils ont dit avec beaucoup de longues passes, ils ont dit comme toi, ils ont laissé la liberté au milieu. Non, IB, il a voulu ça et avec cette longue passe, il passait vraiment très très vite en attaque dans le dos de défenseurs des Étoiles Rouges. Alors, ça va être un match très très ouvert. Bon, on parle de Marco Marin. Vous avez parlé de Marco Marin, qui est le buteur de cette équipe.
Mais enfin, l'objectif pour IB, c'est déjà de gagner. Donc il va falloir en tout cas au moins marquer un but 3-3. 3-3, ça suffit, mais ça veut dire qu'il faudra marquer 3 buts. Je signe tout de suite. Ouais, d'accord, mais le seul problème, c'est que IB, dans son histoire, n'a marqué à l'extérieur dans un match de Coupe d'Europe qu'un maximum de 2 buts. Donc là, ça pose déjà un problème. C'est une valeur historique, certes. Et puis, alors, à l'attaque, du côté de IB, un homme qui a été un peu préservé, je crois, ce week-end, c'est Guillaume O'Haraud. Il a quand même marqué 6 des 8 derniers buts de IB en compétition UEFA. O'Haraud, c'est encore une fois, c'est un petit peu le Nuzzolo de Xamax, quoi. On est un peu dépendant. Comme Nuzzolo, il profite aussi du travail quand même de ses coéquipiers, mais c'est clair que c'est un joueur ultra décisif pour son équipe. Voilà, il est avant-centre, c'est son métier de marquer des buts. Et puis depuis qu'il arrive à IB, c'est vrai qu'il a marqué un nombre incroyable de buts décisifs. Et là, comme l'année passée à Zagreb, Young Boys aura encore besoin de O'Haraud pour passer en phase de poule cette année. Parce que O'Haraud, c'est du talent, c'est de l'expérience. Hein. Il n'est pas arrivé à Young Boys, il avait un joli parcours en France et tout. Donc c'est vrai, bien qu'il ait 35 ans, on a vu dès son entrée, le penalty, il n'a pas hésité une seule seconde. Le type, il est en totale confiance sur de lui. Et puis il était dangereux sur les balles arrêtées, avec 2 têtes qui auraient pu faire la différence. Donc O'Haraud, je pense qu'ils ont bien fait de le préserver ce week-end. Et puis il les a surpris parce qu'ils n'avaient pas pensé que O'Haraud va jouer. Suleiman, il était point d'interrogation, mais O'Haraud, il n'était pas du tout dans la combinaison. Donc lui, il est tout d'un coup apparu et je pense qu'il a surpris tout le monde. Mais il y a un homme qui peut faire un rôle très important dans le match retour. C'est Stéphane Chapuisat. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut plus jouer, hein, je vous rassure. Hein. Parce que c'est lui qui a joué, dernier joueur d'IB qui l'a joué là-bas. Donc, ça, c'est pas bien terminé. Ils sont fait éliminer. Ils ont fait éliminer, 2-2 à la maison et 3-0 là-bas. Mais Stéphane, il a joué ce match-là. À l'époque, c'était le meilleur buteur de championnat suisse après son retour, je pense. 2003-2004. Exactement. Après, pour revenir juste à O'Haraud, il y a un truc très important aussi, c'est que quand il joue, l'adversaire joue différemment derrière. Et ça, c'est très important aussi. C'est ce qui peut faire la différence. Là, il a été préservé, vous l'avez dit, il a été préservé contre Zurich hier. D'ailleurs, IB a joué à 3 derrière. Ça aussi, c'est peut-être un truc que Seoane a testé en vue du déplacement à Belgrade. Et puis, on se réjouit de voir Sorensen, qui va quand même apporter peut-être un tout petit peu plus d'expérience et surtout de sérénité que Sessiger. Il y a un petit souci, il est défensif. Il y a un souci, il est défensif. Et du reste, Seoane, il a très vite remarqué. Du reste, il a rapidement abandonné son 4-4-2. Il a tout de suite mis un 3-3 avec 3 milieux du terrain. Donc, il a renforcé le milieu. Il joue avec Ebicher, Martins et puis Sierro. Et du reste, hier, il a à nouveau changé. Pour la première fois, il a joué avec 3 défenseurs axiaux, un 3-4-2-1. Donc, c'est vrai qu'il cherche les formules. L'année passée, c'était plus facile. Hein. Il avait un groupe qui marchait et qui jouait les yeux fermés avec des latéraux, Benito et Mbabou, qui amenaient du jeu offensif et tout. Et là, c'est vrai. Et puis, on parle de Lustenberg, j'aime bien, mais moi, à travers Lustenberg, je n'ai pas trouvé qu'il était, disons, elle est aussi important et aussi influent dans le jeu que l'expérimenté Stephen il a besoin de temps encore. Stephen Bergen, c'est quand même Stephen Bergen, quoi. Non, mais j'étais là depuis un bon moment. Il faut quand même s'adapter un petit peu. Mais actuellement, c'est lui le patron, si on peut dire. C'est le remplaçant naturel. Patron. En tout cas, les matchs que j'ai vus là, son collègue qui était à son côté gauche. Là, c'était peut-être maillon faible. C'est Ziger, c'était. Voilà. Mais c'est de la jeunesse, c'est ce qu'on disait. Voilà. IB est en reconstruction, ils ont misé sur l'avenir. Et ils ont engagé un joueur entre-temps qui occupe aussi cette poste-là. Tout à fait, c'est Sorensen. Sur Seoane, ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'il a testé donc cette défense à 3 hier, et je me souviens bien, pour l'avoir vécu, quand il est allé à Turin pour affronter la Juventus l'année passée en phase de groupe. Il avait joué normalement le week-end et il était arrivé à Turin en essayant de il a joué contre nature. Et il a joué complètement contre nature en 4-3-3. Il s'est pris un but d'entrée par Dybala qui avait marqué 3 buts ce soir-là. Hein. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il a appris. Tous les joueurs d'IB et Seoane lui-même ont dit qu'ils ont appris l'année passée en Champions League. C'était une phase d'apprentissage. Et on voit qu'il y a une certaine évolution. Et là, je pense que hier, il y avait quelque chose chez Seoane dans la préparation déjà du match de mardi. Mais c'est pas une défense à 3, c'est pas l'ADN de Seoane
de Young Boys actuel. Geoffrey, j'entends quand même quelques réserves par rapport à IB. On va quand même pas non plus jouer aux Suisses purs et durs qui arrivent déjà avec des ambitions limitées avant le match retour. On va quand même rappeler qu'Étoile Rouge a également connu ses problèmes. Par exemple, il a fallu passer par les pénalty pour éliminer Copenhague. C'est finalement aussi la preuve que le club... Avec beaucoup de chance. Avec de la chance. J'ai vu le match. Ils ont mérité de perdre, ou plutôt Copenhague, il a mérité de gagner ce match-là avec 3-4 buts d'écart dans les temps réguliers. Ouais. Mais... Non, il y a forcément la place pour passer, il y a la qualité. Moi, ce que j'aime particulièrement dans cette équipe d'IB, c'est le secteur offensif, même si derrière ils sont aussi bons, mais le secteur offensif. Et là, il va falloir marquer des buts, il ne va pas falloir défendre un résultat. Alors peut-être qu'Étoile Rouge, peut-être que eux, dans leur approche du match, ne sauront pas s'il faut attaquer ou plutôt défendre le résultat qui leur est favorable pour le moment. Ouais, ça pourrait être. Parce qu'ils sont qualifiés au départ. Voilà, c'est ça. IB n'a pas le choix. Ils vont mettre. Ouais, mais ils ne vont pas partir la fleur au fusil. Non, ils ne vont peut-être pas partir la fleur au fusil, mais ils vont partir en se disant aujourd'hui, il faut absolument qu'on marque. Un petit peu dans le scénario du match de Zagreb, où IB avait été très discret en première mi-temps avant de faire la différence. C'est vrai qu'ils n'ont pas voulu tout de suite se découvrir pour faciliter la tâche. Mais là, le scénario idéal, c'est marquer d'entrée. Et puis là, croyez-moi, là, le public va chauffer, va prendre peur. Moi, je pense personnellement que résultat, match nul, plus longtemps, peut-être il peut avantager Young Boys. Oui. Dans le sens où Étoile Rouge, il va être autant crispé qu'IB. Hein? Donc, ils ne vont rien forcer, ils vont attendre. Si le 0-0 s'éloigne dans le temps, plus le match se rapproche à la fin, là, un but, il peut être fatal. On va l'arrêter, tout simplement. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y ait l'Étoile Rouge. Je ne sais pas quelle option. Parce que cette option-là, ils ont déjà exercé contre Copenhague. Ils ont passé, mais par chance. Et on a vu au deuxième période contre IB, ils ont fait ça. Et ils ont fallu faire 2-3 frayeurs là. Parce que quand Waro il a rentré, les balles, il était toujours là. Et c'était dégagement en catastrophe. Donc... On verra. Ça va être très intéressant de voir ce match-là. Alors, rapide tour de table, on va voir un petit peu quand même là. Bah si, on va faire quand même. La tendance, on va rappeler, vous avez deux nationalités, hein. Vous êtes monténégrin puis vous êtes suisse, alors plutôt pour Étoile Rouge. Moi, je dis toujours, moi je suis plus dans l'âge d'être supporter. Donc, plutôt, ce qui m'intéresse, c'est le foot en lui-même. J'étais voir le match Young Boys Étoile Rouge à Berne et j'ai vu un très bon match, très ouvert, beaucoup d'occasions, beaucoup de bon football. J'espère que ça va être la même chose là-bas. Tout s'est déroulé assez bien. Deux équipes qui se respectent énormément. Donc, j'ai vu les directions d'Étoile Rouge qu'il a fait beaucoup de craintes par rapport de matchs contre IB, vis-à-vis du respect qu'ils ont avec Young Boys, comme les plus difficiles adversaires qu'ils pouvaient tirer. Je donne quand même un léger avantage à Étoile Rouge. Regardez. C'est normal, mais comme supporter partisan, tu peux pas être... Il peut être que partisan, pas normalement. Non, mais je t'en veux pas, je peux comprendre. C'est l'esprit nationaliste. Non. Bon, Gabé, alors moi, je reste 3-3. Donc 3-3, et donc qualification d'IB. Moi, je pense aussi qu'IB va marquer 3 fois, donc IB passera. Moi, ce qu'il faut dire... Daniel, vous allez casser l'ambiance. Hein. Non, moi, alors franchement, c'est très compliqué. J'en ai aucune idée. Je crois que j'ai congé mardi. Je vais me mettre sur mon canapé, je vais regarder ce match et puis je vais me dire, voilà, advienne que pourra. J'ai franchement difficilement un avis là-dessus. C'est tellement indécis pour tellement de facteurs que... Le premier goal va être déterminant. Par contre, j'espère pas un but d'IB d'entrée, comme vous dites, Gabet, parce que, alors là, but d'entrée, quand l'Étoile Rouge a encore 85... Mais il y aura des espaces avec la vitesse... Pour moi, c'est but à la 90e, je préfère. Et puis, 1-0, obligé, parce qu'ils vont calculer, obligé Étoile Rouge de sortir, de prendre des risques, et on va les prendre en contre. Moi, je vois le scénario idéal. De la fin. Moi, j'attends beaucoup de ce match-là. Il ne faut pas oublier que un des deux équipes qui joue UEFA League, qui n'est pas rien non plus. Donc, Étoile Rouge, il est super content de participer au UEFA League. Young Boys aussi. Question financière, Étoile Rouge, c'est un grand gagnant s'il passe à Champions. Ben on verra ça. Merci beaucoup, Rocky Rojevic. Merci à tous de nous avoir rejoints sur ce plateau pour ce premier match. Après-match, saison 2, c'est terminé pour ce soir. Donc, merci de nous être toujours fidèles. Vous le savez, désormais, c'est le dimanche à partir de 19h. Régis Berisville et Roberto Domignac étaient aux commandes de cette émission. La semaine prochaine, c'est Vincent Rigolet que vous retrouverez à cette même place. Mais avant cela, surtout, n'oubliez pas, notamment nos rendez-vous Champions League et Europa League de la semaine. Ce sera mardi, mercredi, jeudi. Premier rendez-vous demain
demain, Young Boys en déplacement du côté de Belgrade. Studio à 20h30 avec Mike Pérez et Bernard Chaland. Excellente fin de journée à toutes et à tous. Et à très bientôt sur Téléclub Sport ou sur Téléclub Zoom pour du direct, bien sûr. Bye bye.